Et si notre propre esprit était en fait un univers à part entière? Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du pouvoir créateur de la conscience. On va faire le pont entre la psychologie la plus moderne et des sagesses très anciennes. C'est un voyage assez fascinant, vous allez voir, au cœur de ce qui nous constitue. Cette question, elle est vraiment fondamentale. Parce que tout part de là. Chaque moment de notre vie, c'est un peu comme une composition musicale qui se joue à l'intérieur. La vraie question, c'est est-ce qu'on est aux commandes en train de composer ou est-ce qu'on est juste en train de subir une espèce de cacophonie ambiante? Pour y voir plus clair, on va utiliser une métaphore que je trouve très puissante, celle de l'esprit humain qui fonctionnerait comme un orchestre. C'est un ensemble hyper complexe, avec plein d'instruments. Nos émotions, nos pensées, nos jugements, nos valeurs, et tout ça, ça joue en même temps. Et ça, c'est absolument crucial. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de viser le silence, de vouloir supprimer la colère, la tristesse ou la peur. Non. Chaque instrument a sa raison d'être, sa propre partition. L'objectif, c'est de réussir à créer une musique qui soit belle, intégrée, une véritable symphonie où chaque note, même la plus sombre, trouve sa juste place. Alors, si on a un orchestre, il faut bien des musiciens. Pour vraiment comprendre notre dynamique intérieure, il faut d'abord qu'on fasse connaissance avec les musiciens principaux. La psychologie notamment a identifié 3 grandes forces, 3 familles d'instruments qui sont toujours à l'œuvre en nous. Voici donc nos 3 grands solistes. D'abord, on a le sa. Imaginez la section rythmique, les percussions. C'est l'énergie brute, l'instinct, le désir. Quand il prend toute la place, ça donne de l'impulsivité. On est gouverné par nos pulsions. Mais quand il est bien intégré, il devient une intuition vivante, une force de vie incroyable. Ensuite, il y a le surmoi, qui serait plutôt les cordes, la structure. C'est notre code moral, les règles qu'on a intégrées. S'il est trop fort, il nous écrase de culpabilité. Mais bien accordé, il devient une boussole éthique très juste. Et enfin le moi, qu'on pourrait voir comme le premier violon. C'est notre personnage social, l'image qu'on a de nous-mêmes. Quand il domine, il est obsédé par le contrôle, il justifie tout. Mais une fois intégré, il nous donne une formidable capacité d'adaptation. D'accord, on a nos musiciens, mais il manque une pièce maîtresse, non? Qui tient la baguette, qui va diriger tout ce petit monde pour transformer un bruit potentiel en une magnifique symphonie. C'est là que le voyage devient absolument passionnant. Parce que pour ce poste de chef d'orchestre intérieur, il y a en réalité 2 candidats possibles. Et le choix entre ces deux-là, il change radicalement la musique de notre vie. D'un côté, on a le moi, l'ego. C'est souvent lui qui s'empare du podium. Son style, le contrôle absolu. Il veut que la musique colle à l'image qu'il a de lui-même, il va justifier chaque décision et surtout, il va essayer de cacher les fausses notes. De l'autre côté, il y a le soi. Son approche est totalement différente. Il ne cherche pas à contrôler, il cherche à harmoniser. Il écoute chaque instrument, il comprend pourquoi il joue et il l'intègre dans une œuvre beaucoup plus vaste, une œuvre qui a du sens. Le soi, c'est donc bien plus que notre moi de tous les jours. C'est cette partie de nous qui est capable d'observer nos propres pensées, nos propres émotions avec distance. C'est le véritable centre de gravité de notre psyché, le seul capable de voir l'orchestre dans son ensemble et de l'unifier, non pas par la force, mais par une compréhension profonde. Et maintenant, si on allait encore un peu plus loin, si cette structure intérieure, cet orchestre, si ce n'était pas juste une belle image psychologique? Et si, en fait, le fonctionnement de notre esprit était le reflet d'un principe fondamental de la création elle-même? Cette phrase, qu'on retrouve dans de très nombreuses traditions spirituelles, c'est une véritable clé de voûte. Elle suggère que la réalité n'émerge pas du néant ou du hasard, mais d'un acte de parole, d'une information, d'une vibration qui a un sens. C'est le fameux verbe ou le logos. Et c'est là que le lien se fait de manière assez spectaculaire. Ce que les mythes décrivaient à l'échelle du cosmos, on est en train de le redécouvrir à l'échelle de notre propre conscience. Chaque pensée qu'on formule, chaque mot qu'on prononce est en soi un petit acte créateur. Le processus est fascinant à imaginer. Pensez à l'inconscient comme un champ de tous les possibles, un peu comme en physique quantique, où toutes les réponses à une situation existent en même temps, en superposition. Ensuite, un stimulus arrive, un événement, une rencontre. Et à ce moment-là, notre verbe intérieur, c'est-à-dire l'acte de nommer, de penser, de focaliser notre conscience, va choisir une de ces possibilités et la faire passer du statut de potentiel à celui de réalité vécue. Cette analogie, en fait, va bien au-delà. Notre esprit n'est pas juste comme l'univers. Selon cette vision des choses, notre esprit est un univers en miniature, un véritable microcosme. Cette très vieille idée, l'homme à l'image de Dieu, prend alors une signification complètement nouvelle et, je trouve, beaucoup plus puissante. Il ne s'agit pas du tout d'une ressemblance physique, il s'agit d'une homologie de structure, de fonction. Notre psyché reproduit, à son échelle, le même processus créateur qui est à l'œuvre dans l'univers. Nous sommes, par nature, des créateurs. On peut alors s'amuser à faire une sorte de tableau de traduction.
Là où les anciens parlaient de Dieu qui crée par le verbe, la psychologie moderne parle de la conscience qui crée la réalité via la pensée symbolique. Ce qu'ils appelaient le péché ou l'ombre, on l'appelle aujourd'hui la non-intégration de nos forces inconscientes, de ce qu'on ne veut pas voir en nous. Et leur but ultime, le salut ou l'illumination, ça correspond à l'intégration de ce fameux soi total, le chef d'orchestre conscient. Cette injonction qu'on trouvait à l'entrée du temple de Delphes, ce n'était pas juste un conseil de développement personnel, c'était la clé de toute la voie spirituelle. C'était un appel à trouver cette source divine, ce principe créateur, non pas quelque part dans le ciel, mais au plus profond de soi. Très bien, mais concrètement, comment on passe du rôle de musicien un peu perdu à celui de chef d'orchestre qui maîtrise sa partition? C'est le cheminement de toute une vie, c'est un véritable parcours d'éveil. Ce parcours se fait souvent en 3 grandes étapes. Au début, il y a la phase émotionnelle. On est complètement identifié au chaos de nos émotions. Je suis en colère, je suis triste. On est l'instrument. Puis vient la phase rationnelle, où le moi, l'ego, émerge et tente de mettre de l'ordre avec la logique. Et enfin, il y a la phase métacognitive. C'est là que le soi apparaît. On ne s'identifie plus ni aux instruments, ni même au premier violon. On devient le chef d'orchestre, celui qui observe et qui harmonise l'ensemble. Voilà peut-être la distinction la plus simple et la plus importante. Le soi, c'est la source silencieuse. C'est le locuteur qui énonce le verbe créateur, l'intention pure. C'est le centre. Le moi, lui, n'est que son interprète. C'est celui qui va traduire cette intention en action et en parole dans le monde. Le but, ce n'est pas de tuer l'interprète, mais de s'assurer qu'il écoute la bonne source. Et on va se quitter avec cette question. Si tout ce mécanisme est bien à l'œuvre à chaque instant, en chacun de nous, alors chaque pensée, chaque parole est une pierre qu'on ajoute à l'édifice de notre réalité. La question n'est donc plus de savoir si l'on crée, mais de prendre conscience à chaque instant de ce que l'on choisit de créer.